Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film musclé du début des années 90, Full Contact avec Jean-Claude Van Damme, à ne pas confondre avec le Full Contact de Ringo Lam, fait en 93. Un film qui raconte l'histoire de Lion Gauthier, un légionnaire en service dans le nord de l'Afrique, et qui, suite à une lettre lui annonçant la mort de son frère, va tenter de rejoindre l'Amérique, et la famille de celui-ci. Ce qui sera une tâche plus délicate que prévu, et sera donc amené à faire quelques combats de rue pour y parvenir. Du street fight, en quelque sorte, mais sans rapport avec le film qu'il fera quelques années plus tard. C'est un film réalisé par Sheldon Lettich, qui aura débuté en tant que scénariste sur Karate Tiger, Bloodsport ou encore Rambo 3, et qui réalisera par la suite plusieurs films avec Van Damme, qui participent au scénario, comme avec Full Contact et Double Impact qu'ils feront dans la foulée, ainsi que Légionnaire ou encore The Order. Alors c'est amusant, je regarde l'affiche avec ce grand écart sur les rails, et je me souviens l'avoir vu dans pas mal de vidéoclubs. Je l'avais moi-même en tant que poster, mais elle m'a toujours interrogé, car au final, rien n'est présent dans le film. Ni le train, ni le grand écart, ni même en termes vestimentaires. Beaucoup d'affiches ne montraient pas forcément des images du film, mais le personnage ou l'environnement correspondait quand même pour la grande majorité à ce qu'on verrait dedans. On reconnaît quand même un peu le désert et effectivement la tenue militaire, même si c'est pas celle-ci qu'il porte dans le film. Avec le temps, cette image pourrait carrément représenter la carrière tout entière de l'acteur. Au casting, on retrouve donc Jean-Claude Van Damme, que tout le monde connaît, au moins de réputation, ainsi qu'une brochette d'acteurs méconnus et qui probablement le resteront toujours. Harrison Page, Deborah Renard, qui avait un rôle récurrent dans Dallas, Ashley Johnson, quelques apparitions dans 9 mois aussi, ou Ce que veulent les femmes, et surtout beaucoup de séries télé, comme dernièrement Blind Spot. On a également Lisa Pelican et Brian Thompson avec sa gueule, qui a joué dans quelques films comme Moon 44, Cobra ou Cœur de Dragon, et lui aussi quelques passages en série télé, notamment dans X-Files. On peut également noter la présence d'Eric Carson, le réalisateur de Black Eagle, l'arme absolue, dans le rôle du médecin. Puis la présence importante de deux frères. L'imposant Abdel Kissi, qui joue le rôle d'Attila, je pense qu'enfant on a tous été impressionnés par ce personnage, qui joue également Khan, le grand adversaire mongolais dans le grand tournoi. Et son frère Mohamed, dit Michel Kissi, joue ici le rôle de Mustapha. Il est également au casting de Bloodsport, mais est surtout connu pour être le terrible Tong Po dans Kickboxer. Deux frères de taille et de talent qui resteront clairement des figures emblématiques. Et pour la petite anecdote, les deux frères sont amis avec Jean-Claude Van Damme depuis l'adolescence, s'étant rencontrés en Belgique. Et c'est d'ailleurs avec l'un d'eux qu'il est parti aux États-Unis. On pourra aussi noter que dans la filmo de Van Damme, il y a une place importante réservée aux frères, aux doubles, ou à une forte amitié, complicité avec un autre. C'est l'un de ces films qui aura marqué toute une génération. Certains l'auront découvert à la télé, d'autres en VHS, même peut-être avant Bloodsport ou Kickboxer, que moi-même j'ai découvert quelques années plus tard. Rétrospectivement, on a l'ensemble des filmographies d'acteurs ou réals, mais ça reste assez rare de les avoir découverts dans l'ordre. Pour certains, il s'agira de la bonne vieille époque des films de baston, remplis de nostalgie, pour d'autres, un nanar de série B de plus. C'est bien sûr un film de genre qui de base ne plaira donc pas à tout le monde, et qui pourra faire sourire par certaines répliques, par le jeu des acteurs, ou les bons vieux sentiments. On peut aussi avoir une pensée pour tous ceux qui plus jeunes appréciaient tous ces types de films, mais qui se considèrent avoir grandi, être plus matures, et avec du recul trouver tous ces films de genre assez médiocres. J'ai revu le film avec une amie qui me disait que le film n'exploitait pas assez le concept des combats de rue, ni les combattants que l'on oubliera vite, et que la caméra cherchait surtout à mettre en valeur le corps de Van Damme, avec beaucoup de plans sur cette belle gueule, plutôt que les combats en eux-mêmes.
Ça ne m'a pas paru plus probant que dans d'autres films, ni même dans ce qui se fait actuellement, où l'on voit pas mal de belles musculatures. L'esthétique physique a toujours été mise en avant pour le plaisir des yeux, que ce soit féminin ou masculin. Notre regard sur les anciens films peuvent aussi être biaisés par ce qu'on a découvert plus tard et que l'on projette certains points de focus d'aujourd'hui sur ces films de l'époque. C'est peut-être aussi pourquoi des remakes, reboots et suites se font en permanence pour exploiter un aspect du film d'une autre façon, d'un autre regard, qui coexiste avec les raisons de l'époque. Certains trouveront simplement que c'est le genre de film qui combat le stress, ou juste pour se défouler, comme tout bon film d'action du genre. Même si je trouve qu'on est quand même assez loin de ça. Sheldon Lettich avait cette intention de montrer Jean-Claude Van Damme dans un registre plus dramatique, où il pourrait exploiter son potentiel pour ne pas être simplement vu comme le gars qui donne des coups de pied. Même si pour les habitués de films de combat, celui-ci paraîtra un peu dépassé par ce qui se fait actuellement, on peut noter que la mise en scène des combats est variée et diversifiée. Aucun d'eux ne se ressemble, avec un effet crescendo passant du vulgaire combat de rue dans des taudis de New York au parking de grands buildings et fond de piscine hollywoodienne. J'adore le cadre de celui du hangar avec les phares des lumières de voitures qui sont rangés dans un cercle dessinant la zone de combat. Il y a aussi cette trame un peu de jeu vidéo où l'on enchaîne les adversaires jusqu'au boss final. On retrouve également cette idée du combat clandestin en dehors des circuits traditionnels que l'on avait dans Kickboxer ou Bloodsport. C'est la découverte de nouveaux adversaires, des lieux et des enjeux qui rendent chaque combat de plus en plus intéressant. L'art martial est traité avec respect, il n'est jamais utilisé à des fins de violence ou de vengeance. Il est principalement fluide, esthétique et chorégraphié. On remarque également ce grand esprit sportif où le héros n'hésite pas à saluer ses adversaires sans tricher ou tromper avec des coups bas. On connaît le grand amour de Van Damme pour le combat. Dans pratiquement tous ses films, on a un combat final d'homme à homme. Et plusieurs films portent le nom de la confrontation, comme Full Contact, même si c'est pas le titre original, mais aussi Kickboxer ou Bloodsport, qu'il remettra pratiquement lui-même en scène dans le grand tournoi. Il y a cet amour pour la multiplicité d'arts martiaux venu de tout horizon pour définir le numéro 1. Ou plutôt se définir soi-même à travers un grand voyage. Le fait de déserter la Légion étrangère pour rejoindre les États-Unis est un ressort dramatique que l'on croise à plusieurs reprises dans ces films, où le personnage est contraint de fuir son pays d'origine et finit par rester dans le nouveau. On ne peut que voir ce Belge quitter sa patrie pour rejoindre le rêve américain et finir par s'y installer et y créer un foyer. Sachant qu'il est scénariste sur ses premiers films, on peut y voir des similitudes avec sa vie. Parti de rien avec seulement son corps d'athlète et sa souplesse due à la danse classique qu'il considère comme un art, Monsieur Belgium parvient à force de travail et de persévérance à se faire une place en tant qu'acteur, en provoquant lui-même sa chance devant un producteur qui le lancera dans Bloodsport. Malgré pas mal de succès, il tombera dans le piège de la drogue, ainsi que des refus de propositions de gros studios comme Universal pour des raisons de cachet, le conduisant à se faire blacklister, et enchaînera pas mal d'échecs jusqu'au tournage de Piège à Hong Kong, où le réal fera tout pour le rendre ridicule à l'image, le rêve basculant littéralement vers le cauchemar. Mais il était loin d'imaginer ce qui l'attendait en France, où il sera pris pour un clown sur des plateaux de télévision ou de radio, et son image publique en prendra un sacré coup. J'en parlais un peu dans une vidéo précédente avec Stallone, considéré comme naïf et simplet, bien qu'il met souvent dans le mille dans ce qu'il cherche à évoquer. Mais la différence, c'est que ce sont ces films ou ces personnages qui sont moqués, là où avec Van Damme, c'est directement la personne qui est moquée et piétinée. Il est bien sûr évident qu'au premier abord, ces discours absurdes ou décousus n'ont pu que divertir les masses. Mais peu de gens ont pris la peine de chercher davantage pour lire entre les lignes.
montrant surtout leurs propres bêtises et le manque de respect envers l'autre. Le pire, c'est qu'il était bienveillant, cherchant à partager ses expériences et ses échecs, parlant beaucoup de développement personnel ou de tout un tas de sujets sur lesquels il avait pu réfléchir, même de nature spirituelle. Il n'avait simplement pas les mots ou la tournure de phrase pour exprimer clairement sa pensée. Et de toute évidence, le travail sur lui-même qu'il avait fait, la sagesse qu'il a su tirer de ses erreurs, n'a pas été fait par les autres, par le public, créant un décalage entre l'homme et l'image qu'on s'en était fait. Comme dans ce film, c'est une personne qui a beaucoup de cœur, avec beaucoup de sensibilité, de spontanéité, pour qui le contact avec l'autre, l'échange a beaucoup d'importance. Ne voyant pas la sournoiserie ou les gens mal intentionnés, il s'est facilement fait piéger et mépriser. Et il est évident que toutes ces moqueries l'ont beaucoup peiné et affecté. Mais tout comme Lion, il aura su conserver ses valeurs, s'exprimant toujours avec la même passion, la même conviction, quand l'occasion s'en présente. Il y a pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Full Contact n'est probablement pas le meilleur de ses films, mais reste privilégié dans sa filmographie, à la fois pour ses combats, mais aussi pour son histoire, de tout ce qu'elle peut évoquer et les émotions qu'elle peut susciter. C'est une épopée assez violente à travers les affres de l'Amérique, allant littéralement de l'Est à l'Ouest, passant de New York à Los Angeles, deux des villes emblématiques de la gloire et du rêve américain, tout en percevant l'envers du décor. Plus sombre, plus fourbe, avec beaucoup de pauvreté, de laissés pour compte, comme ces taudis putrides, les agressions dans les ruelles, aux fourberies et manigances des hommes les plus fortunés et civilisés. L'argent semble être la préoccupation principale des esprits liés au rêve américain, seule possibilité de trouver le bonheur, avec ceux qui n'en ont pas assez et ceux qui ne savent pas quoi faire de tout ce qu'ils ont amassé. Ces combats organisés peuvent aussi faire penser à quelques films de SF, avec ces arènes de gladiateurs mises en ligne pour divertir, pouvant également servir au plaisir des parieurs. On reconnaît une ascension dans les combats, ce qui met en avant les différentes classes sociales. J'aime beaucoup cette simple idée de le surnommer le roi de la jungle, faisant un parallèle entre le monde animal et rural et la jungle urbaine et mondaine. Pour la blague, je me souviens qu'on s'amusait à la cour de récré à le classer comme étant le roi lion. Et en grandissant, cette analogie n'était pas seulement amusante, mais plutôt pertinente. Le lion n'a pas besoin de faire de grands mouvements, il dégage en lui-même une puissance incroyable. Il a l'essence affûtée et presque tous les animaux de son royaume font partie de son menu. Il est craint et redouté, tout en étant jalousé ou admiré. Il n'a pas ici les défauts du lion qui dort constamment et ne chasse que très peu ses proies. Il a surtout la symbolique qui règne autour de cet animal. À la fois royal et chevaleresque, alliant le charme et la force, il peut bien sûr se montrer orgueilleux et sûr de lui, tout en étant timide et naïf à l'égard de ce qui se passe autour de lui, ne parvenant pas toujours à discerner les vices. Alors ça fait un peu portrait astrologique, mais c'est pourtant bien ça. Il sait générer l'impulsion ou la passion, créer de l'engouement et du sentiment. Et tout le côté théâtral et égocentrique si cher aux cygnes sont ici mis au service de sa noblesse d'âme. Les liens entre les gens ou la famille sont au cœur de l'histoire, comme avec Hélène et sa fille Nicole, qui offrent des scènes vraiment très attendrissantes. Elle a cette forme de pureté, d'innocence qui ne peut qu'émouvoir, par opposition à toute cette crasse du monde des adultes. Plus petit, je la voyais comme la belle, qui elle seule pouvait entrer en symbiose avec Lion, qui apparaissait telle la bête, indomptable et sauvage. Bien sûr, certains trouveront cette relation gnangnan préférant la baston. Il y a également Cynthia, l'aguicheuse et audacieuse femme d'affaires et de caractère, qui aura su creuser son trou dans un monde exclusivement masculin. Elle est puissante et indépendante, désirable et implacable, cherchant avant tout à satisfaire ses désirs et régner sur tous ses mâles dominants, les traitant comme des choses, des objets, un joli revers de la médaille.
Sa chute représentera autant celle de la pécheresse froide et sans pitié que celle d'une femme déchue de son rang, d'égal à celui de l'homme. Bien que l'on y décèle un bref instant de lucidité, c'est la grande méchante du film, tant elle fait la contrebalance des valeurs incarnées par Lion. Tout comme Attila, féroce et barbare, créant un climat de suprématie. Un lion, mais sans le cœur. Il y a également Joshua, que j'ai toujours trouvé excellent comme second rôle. Il ne paie pas de mine, il est plutôt amusant, voire agaçant en suivant Lion partout, mais c'est un personnage qui dissimule des blessures passées. Ayant déjà tout vu, tout connu et tout vécu, il sert un peu de guide à Lion, créant un véritable lien d'amitié. Il sera amené à faire un choix cornélien qui le fera choisir l'argent. Il s'est accroché à ce dont il avait peur de perdre, les biens et les possessions, les travers de Cynthia. On pourrait se dire que pour lui, Lion est trop beau pour être vrai, que d'une certaine façon, il aurait été rassuré de le voir échouer. De pouvoir gagner cet argent grâce à sa défaite lui aurait permis de valider ses erreurs passées et avoir un véritable rôle à jouer à ses côtés, en prenant soin de lui par la suite. Mais Lion ne lui laisse même pas ça. Cet instant où ils se prennent dans les bras l'un de l'autre est juste magnifique. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce film, ce qui rend cette amitié encore plus poignante. À travers Lion, il retrouve quelque chose qu'il avait perdu, ainsi qu'une famille. Le combat final en lui-même est déjà excellent, on sent le personnage tellement vulnérable, et c'est la présence des autres personnages qui viennent enrichir et surenchérir les enjeux du combat. Toutes les différentes petites intrigues dispatchées dans l'histoire le cernent, l'encerclent et convergent toutes vers cette confrontation ultime, qui va déterminer le destin d'une humanité en perdition. C'est presque le dernier acte d'une tragédie grecque, toute proportion gardée bien sûr. Tout le sens et la valeur du film, de son héros, se trouvent résumés par son titre Lionheart, ou Cœur de lion. Vaillant et courageux, il n'abandonne jamais. Et quand il se relève, c'est comme refuser la médiocrité, la facilité de nos choix, pour le dépassement de soi. Il se relève pour raviver les feux intérieurs et prouver qu'il existe quelque chose au-delà des apparences et des faux semblants. Rarement un homme n'aura su mettre en pratique ses valeurs avec abnégation et détermination, sans faillir et faiblir. C'est le parcours de la volonté et de l'honnêteté que rien ne peut intimider ou détourner de son chemin. Si on le perçoit par la symbolique, nous avons une véritable figure christique qui est incarnée par J.C. VD. C'est un homme d'honneur, désintéressé, qui défend la veuve et l'orphelin. Il pardonne aux autres et leur offre des secondes chances, en favorisant la prise de conscience. Comme avec les deux légionnaires qui ne peuvent que s'incliner devant une telle passion. Ce n'est pas ses poings qui touchent, mais son cœur. Un détail assez fou, c'est qu'il ne se venge même pas au début, ce qui aurait carrément pu être le scénario du film, et qu'il l'est de beaucoup d'autres. Il n'est guidé que par le sentiment de préserver ceux qui comptent vraiment. À noter que la bande-annonce originale met en avant l'idée de vengeance, avec la mort de son frère au début du trailer, ce qui peut induire en erreur, mais je suppose que le terme « revenge » est plutôt à prendre en tant que revanche sur la vie. On a aussi tous les combats et les souffrances qu'il endure de part et d'autre, avec cette épée de Damoclès constante qui plane sur lui. Tout est pour le bien des autres, ce sont des actes purement altruistes. On sait d'ailleurs qu'il s'est engagé pour couvrir son frère. Il se fait accuser, rejeter et crucifier lors de ce combat final, sans parler de sa blessure dans les côtes et la trahison pour l'argent de son meilleur ami, Joshua, au nom hautement significatif. Il y a aussi l'idée de l'individu qui sort de nulle part, d'une terre étrangère et solaire, effectuant une traversée du désert. Il y a également un jeu sur le feu et la lumière, celle des villes artificielles, ces faux espoirs qui consomment et consument les rêves des gens, jusqu'à leur destruction, leur combustion, à l'image de Lion qui alimente le feu du navire
ou ses brûlures infligées à son frère. C'est d'ailleurs une scène que j'avais trouvée assez marquante quand j'étais enfant. Après toutes ces années, on peut même y voir un côté méta, dans le sens que son frère s'appelle François, qui est l'un des noms de naissance de Jean-Claude Van Damme, comme un autre lui-même qui se serait brûlé les ailes en sombrant dans la drogue, et que Lyon serait comme une renaissance, un JCVD 2.0 davantage focalisé sur l'essentiel. Il y a ce récit du héros avec l'ascension, la chute et une forme de renaissance, de liberté retrouvée. La connotation royale et familiale a ici une valeur d'universalité. Je finirai sur la musique de John Scott qui signe ici une belle composition, à la fois symphonique et faite de solistes de saxophone. On y retrouve quelques pistes jazzy, funky, d'autres plus rythmées, orientées action musclée, tout en favorisant une partie plus émotionnelle. Quelques pistes comme Lion's Grief, Nicole ou Lionheart, le thème principal qui est majestueux. On sent ce mélange de lyrique et du dramatique. Un thème qui réapparaît à plusieurs reprises sous différentes formes. John Scott a déjà 25 ans de carrière derrière lui, mais il fut particulièrement inspiré sur ce film, en variant tous les styles avec aisance. On peut également nommer Ken Tremplin et Stephen Edwards qui l'ont secondé. Voilà pour ce film de mon enfance, qui peut raviver beaucoup de souvenirs avec cette ambiance à l'ancienne, où l'on y retrouve ce qu'il manque beaucoup de nos jours. Des valeurs exprimées en toute humilité, et qui montrent toute la fragilité, la sincérité et surtout l'humanité de son acteur au grand cœur. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.